moi, il ne m'appartient pas de commenter les mesures qui sont prises par les Américains ou les Canadiens ou d'autres pays concernant telle ou telle personnalité. Il m'appartient simplement de dire que nous considérons que l'outil des sanctions est un outil utile. Et que pourquoi il est utile? Il est utile parce que malheureusement, pour plein de raisons, les mesures qui pourraient être prises pour lutter contre l'impunité en Haïti sont en panne. Et que règne, pour un certain nombre de raisons, une certaine impunité s'agissant des actes de délinquance, s'agissant des crimes de sang, s'agissant... Et donc, il y a eu une réaction de la communauté internationale qui ne se limite pas d'ailleurs aux États-Unis, hein, ou au Canada ou à d'autres, mais qui est montée sur le plan multilatéral également. On a parlé des Nations Unies, qui a adopté une résolution à cet égard et qui a sanctionné un certain nombre de ressortissants haïtiens. Et on pourrait également parler de l'Union européenne, qui a fait la même chose et qui a adopté une base juridique, un texte qui permet à l'Union européenne de... Ce sont les preuves. Et donc, nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que nous étions en faveur de l'outil, que nous le soutenions, donc ça répond à votre question, que ces sanctions sont destinées à encourager des modifications de comportement, et que nous soutenions également la possibilité pour les Nations Unies ou pour toute autre organisation multilatérale, notamment l'Union européenne, de prendre des sanctions qui soient autonomes, selon ses propres critères. Alors pour le moment, ça n'a pas été possible du côté de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a pris des sanctions contre un certain nombre de personnalités, mais ce sont des personnalités qui avaient déjà été sanctionnées par les Nations Unies. Et donc nous souhaitons, nous espérons, et nous sommes confiants que les Nations Unies pourront très bientôt prendre un certain nombre de sanctions dans les deux catégories de personnes. Et je crois que c'est important de le souligner. Bien sûr, il faut sanctionner les chefs de gang, les gangsters, ceux qui ont des armes à la main et qui d'ailleurs le médiatisent abondamment. Et il faut également sanctionner des personnalités du monde politique ou du monde des affaires qui ont leur part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les sanctions en général et sur cette mesure en particulier que nous apprécions. Moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu de sanctions, la situation aurait été encore pire. Et que, dans une certaine mesure, les sanctions ont été utiles pour limiter les actes criminels ou les actes délinquants de certains. Et en particulier pour limiter le financement. Par des voies, disons, extra-légales des gangsters. Et on oublie trop souvent que les chefs de gang et les gangsters et les bandes armées ont besoin de financement. Elles ont besoin d'argent pour fonctionner, pour payer des armes, pour payer des munitions, pour payer leurs soldats. Ce sont des milices, et ces milices ont besoin de sources de financement. Comment trouvent-elles ces sources de financement? Elles trouvent leurs sources de financement, par exemple, en faisant des kidnappings crapuleux. Elles sont autonomes aujourd'hui. Nous n'avons jamais contesté le fait que, et c'est toute la complexité, que les gangs s'étaient autonomisés dans une certaine mesure et qu'elles avaient échappé à un certain nombre de contrôles politiques qui avaient existé dans le passé. Et c'est là la difficulté. Mais ça ne veut pas. Mais tirer ce constat de l'autonomisation des gangs ne signifie pas qu'il faut abandonner l'outil répressif. Encore une fois, moi, je souhaiterais que l'outil répressif soit plus efficace en Haïti. Il serait beaucoup plus légitime. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises, les sanctions ne peuvent pas venir uniquement de l'international. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où un certain nombre de crimes très connus, très médiatisés, très instruits, et qui ont d'ailleurs certains ont fait l'objet d'ordonnances judiciaires extrêmement précises, n'ont pas donné lieu même à une quelconque arrestation. Je pense par exemple au massacre de la Saline, qui est parfaitement documenté,
parfaitement documenté, non pas par l'ambassade de France, non pas par l'ambassade du Canada, mais par le système judiciaire haïtien. Il n'y a eu aucune arrestation. Et là, on ne parle pas uniquement de gangsters. On parle de personnalités administratives qui avaient des responsabilités administratives et politiques à l'époque de ce massacre. Pourquoi n'y a-t-il pas d'arrestation? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc c'est pour combler ce vide que des sanctions sont intervenues de la part de certains pays. Et je le dis sans aucune ambiguïté. Ces sanctions ont été utiles dès lors qu'elles sont évidemment fondées sur des preuves et sur des éléments qui sont probants. La France a du mal à réunir des preuves contre telle ou telle personne qui n'a pas d'activité, a priori sur le territoire juridictionnel qui est celui de l'État en question, en l'occurrence la France, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Donc les personnes sanctionnées peuvent voyager en France, peuvent se rendre en France normalement. Par exemple, je pense à Michel Martelly, comme on l'a évoqué. Est-ce qu'il peut aller en France? Si Michel Martelly veut aller en France, il faut qu'il demande un visa à la France. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? On verra. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Et s'il dispose d'un visa? Mais je n'en sais rien. Ce sont des questions hypothétiques et vous voulez revenir, parce que c'est l'actualité, à une question en particulier. Moi, je vous dis simplement que réunir des preuves sur telle ou telle personne, sur des activités qui se déroulent en dehors du territoire français, c'est-à-dire du territoire sur lequel nous avons les moyens en souveraineté d'enquêter, c'est difficile. Donc nous en sommes réduits pour faire notre évaluation à réunir des éléments qui sont des éléments d'information générale en Haïti, et nous sommes donc contraints d'en évaluer la crédibilité. Quelquefois c'est crédible, quelquefois ça l'est moins. Et donc à ce moment-là, nous prendrons des décisions si la question se pose. Mais encore une fois, le moyen préférable, ce qui serait préférable, et c'est de faire en sorte que le mécanisme qui est légitime, le plus légitime, qui est celui des Nations Unies, il y a une résolution du Conseil de sécurité, il y a un panel des experts qui a été nommé pour instruire un certain nombre de cas. Et ces propositions du panel des experts sont soumises à un comité des sanctions. Ce comité des sanctions a pris un certain nombre de décisions. C'est un premier pas, mais nous souhaitons que ce comité des sanctions aille plus loin et qu'il sanctionne des personnalités sur la base des travaux du panel des experts qui appartiennent aux deux catégories de personnes que j'ai mentionnées, les gangsters et les personnes qui sont du monde politique ou du monde des affaires. Pour l'instant, c'est la seule chose que je peux vous dire. Toutes les autres questions que vous allez me poser sur telle ou telle personne sont des questions hypothétiques. Moi, je vous ai dit simplement que si nous avons des éléments qui sont crédibles, et que nous sommes confrontés à des demandes de visa de la part de personnes sur lesquelles nous avons des éléments crédibles qui nous conduiraient à refuser les visas, nous le ferons, nous refuserons les visas. Mais est-ce qu'il s'agit d'une sanction? Je ne crois pas, c'est une interdiction de voyager. Un certain nombre, pas un nombre considérable, du même ordre de grandeur que la liste de sanctions qui sont celles du Canada, de la République dominicaine ou des États-Unis. Ça vous serait pour quelle raison? Parce que nous avions des éléments crédibles qui nous permettaient de penser que l'un ou les trois de ces pays, parce que les listes ne coïncident pas, je vous le ferai remarquer, les listes de ces trois pays ne coïncident pas, elles sont différentes. Donc nous aussi, nous avons nos propres éléments d'appréciation. Et donc nous prenons des décisions en fonction de nos éléments d'appréciation. Quelquefois, la plupart du temps, elles sont convergentes. Est-ce que c'est de manière bilatérale ou par l'Union européenne? Non, c'est bilatéral parce que la délivrance de visa est une compétence nationale. Ça ne nous empêche pas d'échanger nos informations avec nos partenaires européens, en l'occurrence avec l'Espagne, puisque c'est la seule ambassade européenne qui a une capacité ou qui a une compétence de visa
ici à Port-au-Prince. Mais les Américains et les Canadiens ne communiquent pas non plus la liste des personnes dont ils ont refusé le visa. Oui, mais les personnes sanctionnées, ils mentionnent, il faut le cas. Et parce que ce n'est pas la même chose. Non. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce que vous voulez voir dans des refus de voyage en France ou dans l'espace Schengen des sanctions. Ce ne sont pas des sanctions, ce sont des gens, ce sont des décisions que nous prenons parce que nous pensons que, eu égard à leur comportement, leur présence sur le territoire français n'est pas souhaitable. Très efficace, je répète, je le redis, parce que c'est ça le point important. Ce qui serait efficace, c'est que l'appareil judiciaire et policier haïtien poursuivent les personnes en question. Alors, Voilà. Et il y a amplement d'éléments pour le faire. Amplement d'éléments pour le faire. J'ai cité le massacre de la Saline. C'est un exemple typique d'un cas dans lequel il est parfaitement possible d'avancer en termes très précis pour que justice soit faite. C'est ça qui serait efficace. La raison pour laquelle, je répète, la raison pour laquelle il y a des sanctions internationales, c'est parce qu'il y a une impunité en Haïti. Et c'est ça la question que vous devriez vous poser. Pourquoi y a-t-il impunité en Haïti? Donc, il y a un paradoxe, et permettez-moi de contester la logique qui sous-tend votre question. Il y a un paradoxe à critiquer un outil international qui est pris par un certain nombre de pays parce que précisément, il y a un vide national, il y a un vide domestique, il y a une inefficacité en termes domestiques. L'outil international, il n'est pas parfait, il pourrait être plus efficace, bien sûr, mais il ne peut pas être aussi efficace qu'on le pourrait, puisqu'il n'est pas relayé par des poursuites nationales et par des actes d'emprisonnement, d'incarcération ou des actes de jugement, des procès. Le message aux autorités judiciaires de ce pays, c'est que nous sommes tout à fait disposés à coopérer avec elles pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande efficacité. C'est quelque chose qui a été évoqué à de très nombreuses reprises ces 3 dernières années, enfin, puisque voilà, nous parlons de la fin de ma mission, et donc, mais même avant, il y avait des propositions qui ont été faites pour améliorer l'efficacité du système judiciaire. Le PNUD, par exemple, a toujours un plan de coopération pour remettre, disons, plus d'efficacité dans le système judiciaire et pénitentiaire. C'est la compétence du BINU également, comme c'était auparavant la compétence de la MINUJUST et de la MINUSTA. Il y avait toute une composante de ces organisations internationales, de ces mesures internationales qui étaient destinées à améliorer l'efficacité du système judiciaire et pénitentiaire. Donc, oui, le message, c'est que nous sommes toujours disposés à avancer dans ce but. Malheureusement, moi, en 3 ans, je n'ai jamais eu aucune demande. Bon, on a fait un demi-tour de la question. On va en rester là sur la question des sanctions pour parler, monsieur l'ambassadeur, de votre bilan avec cette question assez spécifique. 7 ans déjà depuis que vous êtes en Haïti, c'est tout au mandat présidentiel avant la 5e République, un septennat. Non, je suis en Haïti depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 2017. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Début 2017. Non. Je suis ici depuis 2021. Avant, j'étais à Paris, où j'étais à la direction des Amériques, où je suivais le dossier haïtien, mais je n'étais pas ambassadeur ici. Ah, d'accord. Et depuis 3 ans, vous avez beaucoup vu, beaucoup entendu, et vous avez serré des mains, participé à des réunions, rencontré des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc. Comment comprenez-vous la politique haïtienne? Quelque part, il y a un blocage. Et dans votre lieu d'ambassadeur, où est ce blocage, selon vous? Bon, le blocage, la réponse la plus évidente que je pourrais vous faire, c'est le blocage, c'est celui de la méfiance. Voilà. Cela dit, la vie politique, toutes les vies politiques, dans tous les pays du monde, sont marquées par
la méfiance. C'est la compétition politique. La compétition politique est par définition celle de la méfiance. Vous vous présentez à une élection, forcément, vous considérez que vous avez raison et vous êtes méfiant à l'égard de votre adversaire qui est convaincu également de la même chose. Donc, c'est la méfiance. Donc, c'est une réponse un peu banale que je vous fais, c'est même un cliché. Pour aller un petit peu plus profondément dans la réflexion. Moi, je suis arrivé ici en 2021, je suis arrivé après un événement quand même qui est exceptionnel, puisque je suis arrivé après l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui avait été élu. Voilà. Et si je ne me trompe pas d'ailleurs, cette élection du président Jovenel Moïse est la dernière qui se soit déroulée sur le territoire haïtien. C'est-à-dire que nous sommes, c'est-à-dire en 2016, pour faire avant. Donc nous sommes en 2024. Il n'y a pas eu d'élection, dans ce pays, locale ou nationale, de quelque nature que ce soit, depuis 8 ans. Donc là, vous parlez de septennat, oui, là on peut parler de septennat. Depuis 8 ans, il n'y a pas eu d'élection. Donc la question qui est posée à la communauté internationale, c'est comment trouver une solution à une vie politique, une solution à la question du pouvoir sans élection. Voilà la question fondamentale. Et voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Parce que, bien évidemment, moi, à chaque fois que je rencontre un représentant d'un parti politique, non seulement il considère qu'il a raison, c'est normal, il est convaincu qu'il est dans son droit, qu'il est convaincu qu'il a raison,